Et c'est parti pour le live. Alors, tic, tac, tic, tac. Ça veut dire, ami, idée. Alors, hop, on va partager encore. Chanel, Ferid, Tara, Histamine. Salut Abdelkader. Salut, salut. JB est là. Salut Zakaria. Salut Fantasia. Salut JB. Salut les amis, ça va? Salut Nordine. Ça va, ça va. Et toi? Ça roule, pas de problème. Il fait de plus en plus chaud, hein? Oui, nous ici il fait chaud. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? J'avais l'intention de faire 2 vidéos, Oui. une sur l'altimétrie, donc comment marche un altimètre, comment on calcule l'altitude vraie, etc., etc. Et une autre sur l'anémométrie, donc comment on calcule les différentes vitesses de l'avion, etc. Est-ce que tu penses que c'est Oui, parce que judicieux? si c'est des questions qui reviennent, donc oui, ce serait intéressant. D'accord, je vais faire ça alors. Salut Chanel. Je tiens à remercier au fait Chanel et Faïd Bouazza qui se sont abonnés, qui ont pris des abonnements. Ça fait plaisir, ça. Salut Zoubida. Et un grand bonjour à Zubida également. Ouais. Salut Amine. Voilà, tic tac. Eh bien, c'est réciproque. Salut Sidali. Ah, c'est Sidali, oui. Salut. Problème, tu veux monter dire bonjour? Fais une demande. Alaïnou. Alaïnou 84. JB, c'est. Alaïnou 84, c'est Boilem. Oui, je vois, oui. Salut Boilem. Eh ben, monte. J'ai essayé de l'appeler, j'ai pris son numéro, ma brache répondait. Il ne veut pas répondre. Ah, d'accord. Attends, ben, je l'ai invité à monter, là. On va voir. Salut, Boilem. Boilem, Salut. Voilà, tu veux pas nous parler ou quoi? Pour le chat, Boulelem Haned, c'est un ancien commandant de bord d'Air Algérie. Il était sur 330. Il était directeur des opérations. Il était responsabilité d'Air Algérie. Il y a Nordine qui veut parler. C'était au Boulelem. Amir. Boulelem, tu veux pas parler? pour information, c'est Boilem Anad qui m'a lâché comme instructeur. En live. 10 minutes. Il y a une mauvaise connexion. Mauvaise connexion. Nordine. Oui, salut. Salut يا نوردين واش راك يا خويا Tu vas bien? صافا Tu n'as pas changé على بالك Kifesh? Tu n'as pas changé hein. Bah, bien sûr, il n'y a pas de raison pour que je change. Hein. Tu es resté très jeune. Mais j'ai toujours été jeune, depuis ma naissance.
اسمع في جون كذاك الكونر تاع مراد عمراوي. Ah, c'est notre ami, c'est la mascotte d'Air Algérie, hein. Donc il va monter dans pas long. انا قول له بو على ما يسلم عليك. Il y a Viala, غير ما عيط لي. il y a Viala qui te passe le bonjour, il est juste là, il va te parler. ميرسي. Salut, صافا انت. سالي مراد. الو يا مراد. salut, صافا comment vas-tu? وانت صافا مراد صافا. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. يا اخواني نشوف فيك انت غير في البوست تاع 330. غير نشوف فيك غير في البوست تصورنا غير البوست تاع 330. Attention, moi, c'est pas Mourad Amraoui, c'est Mourad Dialin, hein. Là, et tu parles à Viala, tu parles pas à Mora de la mascotte. Tu parles à سي JB. بيان. Oui, سالي جيبي صافا. Ça va, alhamdoulilah. ايه انت هذيك صافا لاباس الحمد لله والله تخي بيان تخي بيان. وانت يا نوردين لاباس لي زونفون super, comme d'habitude. وراد. يا الحمد لله يا سيدي. Eh ben, هاي سي écoute, ليسونسيال. merci سي du coucou. ليسونسيال. Merci du coucou. ميرسي نوردين بابا غاتي. ميرسي خويا. Ciao, ciao. هاي على خير خو على خير. غتخرج ان شاء الله. تشاو. ميرسي. Alors, Boulelem, c'était notre directeur des opérations, directeur d'exploitation, directeur de beaucoup de choses. Il était commandant de bord 330, il est sorti à la retraite, ça fait quand même un certain moment. Voilà. On en garde un bon souvenir. Salut Farid, merci pour ton abonnement, au fait. Salut Double Blanc. Oui, c'était Boulelem, Double Blanc. C'était Boulelem Amnet. Alors, on attend vos questions. C'est possible un petit résumé pour quoi le Concorde n'a pas fait son empreinte, à part les problèmes techniques. Il y a eu beaucoup. C'était pas des problèmes techniques qui l'ont mis au sol, le Concorde. C'est un avion qui est revenu très cher à l'exploitation. Et avec le chaos qu'il a eu, avec l'accident qu'il a eu, après ça n'a pas pardonné, quoi. Mais sinon, c'est un avion qui a tenu la route, merci Abdel, qui a tenu la route et qui d'ailleurs inspire. D'abord, il a inspiré les Russes à faire pareil, puisqu'ils ont créé presque un truc comme ça, un Tupolev, mais bon, ça n'a pas vu le jour. Et ça a inspiré aussi, parce que les Américains sont sur un projet dans ce sens aussi. Je ne sais pas, surtout le problème technique qu'il a mis à terre. Hein. N'est-ce pas, JB? Je ne sais pas si tu as d'autres données sur le Concorde. Oui, absolument. Bon, techniquement parlant, il n'y avait rien à dire. Pour l'époque, c'était quelque chose d'extraordinaire, ce qui a été fait pour le Concorde. Mais bon, commercialement, c'était pas rentable. Pour transporter 100 passagers et il consommait autant qu'un 747. Bon, le choc pétrolier lui a été fatal. Et en plus de ça, bon, les problèmes d'exploitation, etc. Bon. Et puis, il faut dire que les Américains n'ont vraiment pas joué le jeu. Ils ont retardé son autorisation d'atterrissage et de décollage, etc., etc. Donc, tout ça a fait que commercialement, ça a été très très dur, quoi. Hein. Voilà. C'est vrai. Alors le DG, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, il faut pas que je reste devant l'avion, sinon il risque pas de décoller. Mais non, c'est pas dans ce sens. Ils sont en train d'assister au live eux aussi. Donc ils sont prêts à partir. Et quand on termine le live, ils décollent. Donc ils ont un IRGO, ce qu'on appelle un IRGO, un délai de départ. Pourquoi l'avion avait-il de la fièvre? Parce qu'il avait attrapé un petit coup de turbo. Avait-il de la fièvre? Ah ouais, pourquoi l'avion avait-il de la fièvre? Parce qu'il avait attrapé. Ça m'a-tu fait du truc? Oui, bon. Ah, ça me va bien ça. Pourquoi les équipages russes sont sur Alger à bord d'aéronefs banalisés sans aucun flocage?
Je sais pas, Abdel. Tu as cette information? Non, je pense pas que c'est un avion russe. Ou là, c'est. JB, tu as une information à ce sujet-là? Belak Morad, il en a quoi? Aucune information. Non, non. Les équipages russes sont sur Alger à bord d'un aéronef banalisé, sans aucun flocage. Non, ça doit être peut-être pas banalisé, ça doit être peut-être un cargo qui est venu de Russie, à savoir. Parce que il y a l'armée qui travaille beaucoup avec les Russes, donc je pense que c'est un avion cargo ou transport de personnel russe aussi pour la formation, pour beaucoup de choses, Abdel, je ne sais pas. Je ne vais pas te dire, hein, je n'ai pas l'information. Ichado, au revoir, Ichado, Salam alaikum. salut, Ichado, free, Salam alaikum. madame. Ça va? Comme ça. Ça Oui, va? oui, oui, ça va, vas-y, pose ta question. Ah, non, je sais pas, c'est quoi le sujet? Thomas Mahdi, c'est bien écrit en haut, il y a écrit Parlons Aviation. J'ai mon frère qui est commandant chez Air Algérie. Oui, sur quel avion? Il vient de passer sur Boeing. Il était commandant ATR, maintenant il est sur Boeing. C'est bien, c'est bien. Et donc, est-ce que tu es plus jeune que lui ou le plus âgé? Est-ce qu'il t'a inspiré dans cette voie? Ça Non, t'intéresse pas? non, je suis plus jeune que lui. Et pourquoi tu es descendu? Mon rêve de POD a été un comme ça. De Nordine, bonsoir. Ceci dit, on passe. وش بيه الكونكورد Salut tout le monde. Ouais, rien, c'est bon, bon, le gars qui avait posé la question, est-ce qu'il a été anéanti? Enfin, il a été débarqué à cause de ses problèmes techniques. Non, j'avais dit non, Mourad, JB aussi, il avait dit non. Farid Bouaza, si tu veux monter, tu fais la demande et Chanel aussi, peut-être que tu veux poser des questions directes à partir du guest. Bon, depuis Adeline a été éteinte en 73 lors de l'orientation scolaire. Désolé pour toi, Kamel. Ah, pour les événements. Quel événement? Pour qu'il y ait des événements spéciaux, faut qu'il puisse y avoir un avion un avion banalisé russe avec des. Non, je pense pas. Il n'y a aucun événement en Algérie. DH a-t-elle une compagnie qu'elle privilégie pour lui apporter son aide en cas de pépin? Non, il y a ce qu'on appelle le travail en pool. En général, les escales desservies par Algérie, quand elle fait un pool avec le technique, c'est-à-dire quand elle n'a pas de mécanicien sur place, et même quand elle a un mécanicien sur place, quand il y a un problème technique, de deux choses l'une, ou elle voit avec la compagnie du pays, c'est-à-dire du pavillon du pays qu'elle dessert, pour éventuellement être dépanné avec une panne ou là. Je te donne un exemple. À Pékin, on a eu un problème hydraulique, et c'était les joints. Mais il faut savoir que sur 330, c'est pas comme Air Boeing ou là. Il y a chaque avion a son MSN, son numéro spécial qui se relève la voiture avec le numéro de série. Donc tu peux pas, par exemple, mettre n'importe quelle pièce adaptable. Et donc il y avait un pool avec les Chinois, mais ils pouvaient en aucun cas prêter de la pièce en attendant qu'il y ait un remboursement ou là, un changement quelque part. Donc il a fallu attendre encore 3 jours là-bas pour que ça puisse être acheminé par le vol d'après. Voilà. Salut Farid. Bonsoir tout le monde. Salut. Comment allez-vous? مرحبا. Marhaba, merci Michel. Bonsoir Capitaine Vialin. Il t'a pas entendu. Je voulais juste préciser la question. Vous m'entendez? Ouais. Je t'entends. Vas-y. Je parlais de compagnie donc privilégiée par l'Algérie, mais d'un point de vue commercial plutôt. J'ai vu une vidéo récemment. Ouais.
où un vol Air Algérie a été annulé et ils ont privilégié une compagnie portugaise et à 2 reprises. Donc je me disais peut-être que Une compagnie portugaise, tu veux il dire y avait peut-être des avions de high fly qui est en Algérie. Tu veux parler de cela? je sais pas, ils sont portugais, Ils sont portugais, high fly, oui. iFly. Ouais. Alors ça doit être ça, ça doit être ça. Oui, mais ça, c'est pas un privilège d'une compagnie, ça, c'est des avions affrétés avec équipage. Ils sont Ah carrément d'accord. affrétés. Ils sont carrément affrétés par Air Algérie. Ah très bien, très bien. Je me posais la question juste. Il y a deux, C'est trois trucs parfait. qui sont Air Algérie. Il y a même un autre avion grec, je pense, qui est affrété aussi par Air Algérie pour la période estivale. Mais, Très bien. mais, Donc le fait que... Allez-y. mais en fait, c'est vrai qu'il y a des compagnies, mais d'accointance, si tu veux, c'est-à-dire des accords entre compagnies qui peuvent se faire en dehors de ceux qui sont dans le Sky Team ou Now, Sky, bon, tout ce qui est accord aérien ou coaching. Air Algérie peut faire des accointances avec des compagnies qui vont par exemple en France avec Air France KLM, qui mettra par exemple en Italie avec ITA, s'il y a un problème ou là, et si par exemple la pièce est nécessaire tout de suite et que si eux, ils ont cette pièce-là, elle peut être délivrée ou la faire acheminer même les passagers à travers cette compagnie et tout, ça peut se faire ça. Mais ça, c'est des trucs commerciaux, donc ça n'arrive, si tu veux, bon d'abord c'est technique à un moment donné, mais quand c'est commercial, c'est ou bien Algérie se débrouille pour envoyer l'avion, ou bien elle fait acheminer par la compagnie elle-même, et elle privilégie le truc, mais elle a ses royalties, de toute façon, quel que soit X. Une compagnie qui utilise une autre, elle a ses royalties sur le billet. Il faut le savoir, c'est pas parce que les passagers partent avec telle compagnie ou telle compagnie que le billet va être pris carrément par l'autre. Il y a un pourcentage entre les deux qui est calculé pour que les deux s'en sortent, quoi. Voilà. Réponse satisfaisante. Je vous remercie. De rien, Sabi. Tu veux pas poser une question à JB? Il t'a pas entendu quand tu l'as salué, hein? Parce que toi, tu es Ah, il derrière m'a pas gaz. entendu. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. C'est pourtant pas l'heure du thé. Non, non, ça dépend, parce que des fois, il prend son thé tôt, comme ça, il est disponible. Les questions viendront au fur et à mesure. Je les prépare pas, hein, contrairement à ce que certains pourraient penser. C'est bien, c'est bien. Voilà. Eh bien, Ok, ben je suis là. ok. C'est rentable de louer 4 avions juste pour la saison estivale? Oui, même plus des fois. Parce que le programme n'est pas... Oui, un avion affrété, des fois, il est plus rentable que l'avion de la compagnie elle-même, parce que ça dépend de la négociation qui se fait. C'est une enveloppe d'heures de vol qui est vendue, et cette enveloppe est payée. Et donc, elle comprend tout. Elle comprend que ce soit l'avion, les équipages, la maintenance de l'avion, l'assurance, tout ça, quoi. Donc, des fois, c'est rentable. Captain, how to deal in the sky if you get clear air turbulence tank? But if I have clear air turbulence, the first is to reduce the speed at the turbulence speed, velocity, change as possible the level, the flight level, to get the flight level smooth, and adhere to the pilot report about the turbulence. Parce que la clear air turbulence n'est pas visible, ni dans le... D'ailleurs, on peut pas déterminer s'il y a une turbulence à travers le radar, à part les espèces d'hachures magenta, sans plus. Mais il y a un système qui est en préparation dans l'aviation, dans le monde aéronautique, qui va permettre, je ne sais pas si c'est les Français ou les Américains qui sont en train de le préparer, ça, un système qui peut prévoir non,
level blanc. The prior is not allowed in aviation. Security first. Speed, change the flight level, and that's all. C'est rentable de louer quand d'ailleurs, oui, every time the plane I get terrified. Why? It's normal feeling. Yes, it's normal. It's a normal situation. The human is like that. So, take it easy. Il y a même une annonce qui est faite par Ryanair. Take it easy. Music, and that's all. À quelle heure l'espace aérien algérien ferme la nuit pour les décollages et les atterrissages? Ça dépend. Alger est ouvert H24, donc même de nuit. Oran aussi, les grandes villes sont ouvertes. Mais il y a des aéroports qui ferment, style les aéroports du Sud, par exemple. Tamanrasset a ouvert H24. Adrar, non, jusqu'à une certaine heure. Mais ça, c'est une question de trafic aussi, hein, parce que ça sert à rien de maintenir. Et par contre, tu laisses des aéroports en veille, en cas de déroutement, en cas de problème technique, par exemple, sur le chemin. Toulouse, c'est à 23h, oui. Toulouse, oui. Toulouse, même Orly. Même Orly, ça ferme. Orly ferme. À Charles de Gaulle, c'est toute la journée, toute la nuit. Orly ferme. Je ne sais pas à quelle heure il ferme, 22, 23 heures aussi, je pense. Ben, on en a parlé pour la peur, tu sais. JD, non, il faut faire un travail sur toi-même. Savoir que faire confiance aux gens avec qui tu es à bord. Faire confiance à toi-même, faire confiance au personnel de bord. Et tu prends ta place, tu lis un bouquin, tu écoutes de la musique, tu mâches un chewing-gum, ou là tu t'endors. Et c'est tout. Le plus important, et généralement chez l'être humain, c'est de se voir au décollage, quitter le sol comme ça et se poser des questions. Qu'est-ce qui va arriver? Mais une fois que c'est parti, ben, c'est bon. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais il n'y a pas de conseils spéciaux. Sauf si vraiment ça devient viral et que c'est vraiment chronique chez toi. Il vaut mieux consulter, par exemple, où là, ça dépend où tu es. Il y a des gens qui proposent des simulateurs, qui mettent en France ou là, genre, même à Alger, chez Lies, chez Michel, tu peux faire un tour au simu, voir comment ça se passe et tout. Voilà. Chut. Y a-t-il des causes précises sur les vols en basse altitude dans zone urbaine? Abdel, c'est interdit. Sauf quand il y a par exemple les airs chauds. Les airs chauds, dans un pays ou là dans une ville ou là, il y a des autorisations pour faire de la basse altitude en zone urbaine. Mais sinon, c'est à partir d'une certaine altitude et chaque terrain, si tu veux, aux alentours de chaque terrain, il est précisé de ne pas survoler à telle ou telle altitude. Voilà. C'est pour éviter qu'il y ait des problèmes et que c'est des zones urbaines et s'il se passe quelque chose, eh ben, tu m'as compris. Les approches à vue, tu peux les demander. C'est quoi ACMI? C'est Aircraft Crew Maintenance Insurance. L'avion, l'équipage, la maintenance et l'assurance de l'avion. Donc, tout est compris dans le packaging de l'affrètement. Des approches à vue, oui, dire tu peux faire, si tu demandes de faire une approche à vue, tu peux, mais bon, ça dépend du trafic aussi. Voilà, c'est à la baie d'Alger avant-hier à 10h du mat'. Oui, mais ça veut rien dire, parce que quand il a survolé l'Ora, c'est ça qu'il allait exposer en 0,5. Et donc il a survolé l'Horacie à 1500 pieds à peu près, c'est ce qui représente la base. Donc c'est une base, d'ailleurs il a dû faire une approche à vue.
il peut être autorisé, mais pas en dessous de ça, parce qu'il n'a pas le droit d'aller en dessous de ça. Sauf quand il y a, par exemple, entraînement, ou là, quand il y a des entraînements, oui, ben là, tu vas le voir à 1500 pieds tournés, et donc peut-être que ce sera le cheminement terme. Un entraînement, quand je parle d'entraînement, ou une vérification technique après sortie de l'avion, ou bien des tours de piste pour les qualifications, enfin, le pilote de ligne pratique. Alors, il n'y a pas de question technique. Je suis en train de chercher. Oui, je sais, les avions à bouger, je suis de colère, ils sont en train de basse altitude, oui. La différence entre V1 et V2, si tu veux, je peux y répondre. Vas-y. Je n'ai pas vu ça. Vas-y. Vas-y, ça me permet de fumer une cigare. Vas-y. Alors, V1 et V2, c'est deux vitesses totalement différentes. V1 est une vitesse de décision pendant que l'avion est encore au sol, donc pendant la phase de roulement en décollage. V1 est calculé de telle sorte que si on a un problème avant V1 et que l'on peut décider d'arrêter le décollage, et en freinant l'avion avec les moyens homologués, le restant de piste sera suffisant pour que l'avion s'arrête sur la piste, voire sur le prolongement occasionnellement roulable, le POR, qui se trouve au bout de la piste dans certains cas, et sans problème. Par contre, après V1, on n'aura plus assez de longueur de piste devant nous pour arrêter l'avion. Donc si on a un problème après V1, on est obligé de décoller, quel que soit le problème. Maintenant, V2, c'est la vitesse de sécurité au décollage, donc ça c'est après décollage, et avec un moteur en moins, avec un moteur en panne. Alors ces deux vitesses sont en quelque sorte calculées pour chaque décollage, et elles tiennent compte de différentes autres vitesses. V1 tient compte entre autres de la VMCG, vitesse minimum de contrôle au sol, Velocity of Minimum Control on Ground. En effet, si à V1 on a un problème et que l'on décide de continuer le décollage, on est à V1, on décide de continuer le décollage, ce qui est logique, il va falloir pouvoir aller de V1 jusqu'à VR, VR étant la vitesse à laquelle on va tirer sur le nez de l'avion pour le faire décoller, et il faut que entre V1 et VR, l'avion reste contrôlable malgré le fait qu'il a un moteur en moins, parce que tout décollage étant calculé avec un moteur en moins. Donc, c'est pour ça que V1 a une certaine marge par rapport à la VMCG, est forcément supérieure à VMCG, et avec une certaine marge de sécurité. Et V2 comme vitesse de sécurité au décollage, elle est basée sur deux vitesses fondamentales, la vitesse de décrochage. Il faut que V2 soit bien évidemment supérieur à la vitesse de décrochage, sinon l'avion décrocherait à cette vitesse, et également que l'avion soit contrôlable. Donc V2 est défini par rapport à deux vitesses, la vitesse de décollage, la configuration de décollage, et la VMCA, vitesse minimum de contrôle en l'air, c'est-à-dire la vitesse minimale à laquelle, avec les commandes de vol, on est capable de contrer la dissymétrie de poussée du fait de la panne d'un réacteur. Je rappelle encore une fois que tout décollage est prévu se produire avec la panne d'un moteur à une vitesse qu'on appelle la vitesse effective de panne, qui se situe à quelques nœuds avant V1. Voilà. Eh bien, non, le test avion sorti, train sorti, des fois, c'est quand tu as les tours de piste, et pour ne pas trop utiliser le cycle train, diviser sur le cycle train, quand c'est un test
après avoir révisé l'avion et tout, pour le mettre en ligne, par exemple pour X raisons, pour des paramètres, pour moteur, ceci et cela. Donc tu vas le voir tourner avec le train sorti pour ne pas utiliser le cycle du train sortie, rentrer, parce que ce ne sera pas le but. Bon, et voilà. Comme Kim Abdel Liban, il avait dit tout à l'heure pour le Tipaza, Abdel, Tipaza fait partie de la trouée d'envol de Boufarik. Donc, quand ils arrivent, c'est l'approche Chelaga, Tipaza, Chelaga et tout, c'est l'approche vers Boufarik. Donc, c'est pour ça que tu vois ces avions-là pas en basse altitude, parce que en réalité, ils sont sur leur profil d'approche. Et peut-être même qu'ils sont en descente, donc tu as l'impression de les voir en basse altitude. Ça augmente le drag, oui, ça augmente le drag, mais bon, ça augmente le drag, mais il faut voir pourquoi. Pourquoi ils sont en train d'essayer cet avion? Parce que maintenant, il n'y a plus les vols locaux. Il y a le Zero Flight Time sur un simulateur. Et donc, c'est bon. Je t'ai dit, sauf pour remettre un avion en ligne après une check ou des vols pour les PL pratiques. Et ça, là, pour le PL pratique, il faut rentrer le train parce qu'ils font même les exercices de remise des gaz. Donc, remise des gaz, il faut rentrer le train, etc., etc. Combien de réservoirs? Ben, tu as des réservoirs intérieurs, extérieurs et à l'arrière pour la trim. Short final, oui, en short final. Quelle est l'altitude maximum à laquelle le train d'atterrissage peut être sorti? Ça dépend des avions. Ça dépend des avions et tu as des abacs pour ça, mais bon, si tu veux, le principe du train, c'est pour une approche. Donc, maintenant, si, par exemple, le gars fait une remise des gaz, que le train ne veut pas rentrer et qu'il doit dégager, là, il rentre dans les abacs, dans les tableaux, pour voir s'il peut faire un dégagement avec train sorti. Et pour voir si les performances de ce jour peuvent permettre à ce qu'il le soit. Il n'y a pas d'altitude à laquelle le train il soit interdit de sortir le train d'atterrissage. Il y a une vitesse indiquée à laquelle le train d'atterrissage ne peut pas être sorti ou rentré ou quoi que ce soit. Vitesse indiquée, parce que la vitesse indiquée représente en fait la pression dynamique de l'air, qui est liée directement à la vitesse de l'avion et à la densité de l'air. Papillon, le nombre de roues est-elle proportionnel au poids de l'avion? Ben, pas forcément proportionnel au poids de l'avion, mais effectivement, plus l'avion est gros, plus tu dois lui mettre des supports train pour qu'il puisse supporter tout ça. Fais la comparaison entre le 330 qui a 8 roues, le 777 qui a plus, le 380, alors encore plus, le 47 il a même un bogie au milieu. Donc voilà, c'est en fonction de la conception de l'avion, de sa longueur et de son poids. Voilà. Un homme qui n'a jamais conduit un avion peut-il le conduire? À cas de but en blanc, non. Non. Mais, parce que s'il n'a aucune notion, comment peut-il piloter un avion s'il n'a jamais piloté un avion? S'il n'a aucune notion de l'avion, il ne pourra jamais comprendre comment faire et comment... Maintenant, s'il a quelqu'un à côté de lui qui lui montre quoi faire au moment où il doit le faire, je dirais oui, entre guillemets. Mais ça va être d'instruction, beaucoup plus. JB, vas-y, tu veux rebondir. Moi, je vais répondre à quoi sert le trim. Ah ouais. Alors, on en a parlé suffisamment, mais vous pourrez d'ailleurs aller sur ma vidéo. J'ai une vidéo sur le trim. Le trim est un dispositif qui permet de rétablir l'équilibre de l'avion, l'équilibre longitudinal, latéral, etc. Moi, si on parle du trim de profondeur, c'est l'équilibre longitudinal de l'avion. C'est-à-dire que l'avion, du fait qu'un avion tourne autour de son centre de gravité, et comme la portance de l'avion n'est pas appliquée au centre de gravité, il est appliqué en un point qu'on appelle le centre de poussée, qui est un point variable sur l'aile, selon l'incidence, etc. Donc, à partir du moment où il y a une force de gravité, donc le poids,
qui est appliquée en un point et une force qui va vers le haut qui est appliquée en un point différent, bien évidemment, il va y avoir un moment qui est la force multipliée par la distance entre le point d'application de la force et le point de rotation de l'avion qui est ici le centre de gravité. Donc, dans tous les cas de figure, sauf si par hasard le centre de poussée était confondu avec le centre de gravité, l'avion va avoir une tendance soit à lever le nez tout seul, soit à baisser le nez tout seul. Il va baisser le nez si le centre de poussée est à l'arrière du centre de gravité, et il va avoir tendance à lever le nez si le centre de poussée est à l'avant du centre de gravité. Or, cette situation, ce moment qui est cabreur ou piqueur de l'avion, va faire que le pilote va toujours être obligé de faire une action de manière à maintenir l'avion à son attitude, à l'attitude voulue. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On génère en fait à l'arrière de l'avion, sur le plan fixe horizontal, qui n'est pas fixe d'ailleurs, nous générons une portance qui est tantôt orientée vers le haut si besoin, ou tantôt orientée vers le bas si besoin. Si par exemple l'avion a tendance, du fait que la poussée s'exerce derrière le centre de gravité, l'avion va avoir tendance à piquer du nez, alors on va exercer sur l'aile arrière, donc sur le plan fixe horizontal, on va exercer une petite force vers le bas, qui évidemment avec un grand bras de levier qui existe entre le plan fixe horizontal et le centre de gravité, va avoir tendance au contraire à faire relever le nez. Et ce faisant, on va équilibrer le moment piqueur de l'avion par un moment cabreur, et l'avion à ce moment-là sera en parfait équilibre, le pilote pourra lâcher les commandes, et l'avion restera dans l'attitude dans laquelle on a voulu le mettre. Voilà à quoi sert le trim. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le trim. Arc-en-ciel, qu'est-ce qui se passe si vous envoyez le 2 sur le 330? Il ne se passe rien, tu peux démarrer le 1 ou le 2, sauf que le 330 privilégie. Airbus te dit de démarrer le 1 pour la pressurisation de la bâche bleue pour le 330, qui sert le noise steering et le break. Donc voilà. Mais sinon, non. Bon, alors, le 2 pour le 1G, parce que généralement, bah, le satellite, il est, enfin, pas le satellite, le mécanicien ou le truc, il est en bas, il va dire le 2 et le 1. Mais en général, pour le 330, je t'ai dit, c'est à cause de la bâche bleue hydraulique qui pressurise et le noise steering. Cas d'extrême urgence, est-ce qu'un passager peut faire atterrir un avion? Mais en cas d'extrême urgence, d'abord, il faut demander s'il y a un pilote à bord. Et si vraiment il n'y a pas de pilote à bord, c'est le P1C qui prend le relais. Et si vraiment ça ne peut pas, eh ben, un passager va... D'abord, il faudrait qu'il accède au poste. C'est une porte blindée. Mais ce cas-là, il ne faut même pas l'imaginer, Rides. Ça n'existe pas. Ça peut exister dans les films. J'aurais une question, si vous le permettez. Vas-y, Farid. Captain Vialin. C'est par rapport aux ailes. Donc, à part... Ne change pas de page, Farid. Ne change pas de page. Changer de page, excusez-moi. Je disais donc... Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, je disais donc que les ailes donc sont inclinées vers l'arrière, parce que je pense qu'on appelle ça un angle de flèche. Et j'aurais aimé savoir si elles étaient perpendiculaires. Quel impact ça aurait comparativement aux ailes à angle de flèche? Alors, ça, on met les ailes en flèche pour diverses raisons. La première, c'est pour augmenter le mât critique de l'avion. C'est-à-dire que avec des ailes en flèche, l'avion peut voler plus vite avant qu'il n'y ait un phénomène d'onde de choc sur l'extrado. Premier point. Deuxième point, les ailes en flèche augmentent la stabilité latérale de l'avion, c'est-à-dire la stabilité en roulis. Et c'est important que cette stabilité soit relativement grande
Mais fondamentalement, les ailes en flèche, c'est surtout pour retarder pour augmenter le Mach critique, donc pour permettre à l'avion de voler en croisière, puisque le Mach de croisière doit être forcément inférieur au Mach critique, permettre à l'avion de voler à des vitesses de croisière très élevées. Voilà. C'est fondamentalement pour ça. Que ça répond. Merci. Oui, ça répond totalement à ma question, je vous remercie. Pourquoi on n'utilise pas les reverse pour reculer l'avion? Ce n'est pas fait pour ça, quoique même si tu le fais, l'avion va, quand il est sur un plan normal, il peut aller en arrière. Les reverse ne sont pas faits pour faire reculer les avions. Il y a des avions qui sont conçus pour ça, avec le reverse, pour faire de la marche arrière, pratiquement. Je ne sais pas si c'est des avions anglais ou là, je n'ai pas de Balak JB doit en connaître un beau. Mais les reverse sont faits pour. C'est un additif pour le freinage. C'est un système pour le freinage, mais qui est officiellement pas homologué pour le freinage. C'est une aide au freinage. C'est une poussée inverse des réacteurs, c'est-à-dire ce qui va envoyer vers l'arrière va te l'envoyer vers l'avant en déployant les reverse, et ça diminue l'énergie cinétique de l'avion, donc ça le fait ralentir. Voilà. Et c'est pas fait pour faire de la marche arrière. La poussée, la limite, la sonorisation, non, il n'y a pas. Si tu l'utilises tout le temps que tu peux l'utiliser, sauf sur des aéroports où c'est interdit de le déployer à fond. Rien que pour sur deployed et pour aider au ralentissement. Mais sinon, il n'y a pas de limite. Tu les sors en poussée inverse, ça passe au vert, ça veut dire que ça pousse à l'inverse de ce qu'ils doivent donner et ça fait ralentir l'avion. Voilà. Tu voulais dire quelque chose, j'y vais? Non, c'est juste à quelle vitesse on peut appliquer les reverse. En fait, on peut les appliquer au sol dès l'atterrissage, mais c'est surtout à quelle vitesse il faut les rentrer. Parce que le problème des reverse, c'est que comme ça renvoie des gaz d'échappement vers l'avant, même si c'est les reverse sur le fan, comme il y a maintenant sur les gros réacteurs, il n'en demeure pas moins vrai que c'est de l'air qui revient vers l'avant et qui risque de polluer un peu le conditionnement d'air. Donc, en général, on coupe les reverse à 80 nœuds. Ouais. Je vole sur 772 en aéroclub. J'aimerais bien essayer de faire atterrir un turboréacteur. Alors, la grande différence qu'il y a entre un avion à hélice, style d'un avion d'aéroclub, et un avion de ligne à réacteur, c'est que quand on met la puissance sur un avion à réaction, il ne se passe pas grand-chose sur le coup, et quand on quand on met les moteurs au ralenti, il ne se passe pas grand-chose non plus. C'est-à-dire que l'avion a énormément d'inertie, et donc qui ne réagit pas du tout rapidement comme peut le faire un petit avion d'aéroclub. Ça, c'est la première des choses. En plus de ça, même quand on met les moteurs au ralenti, on a une poussée résiduelle qui est très importante et qui fait que l'avion a beaucoup de mal à ralentir. D'accord? Donc, c'est la grande différence, l'inertie, au point de vue vitesse et l'inertie des mouvements, par rapport à un petit avion. Et un petit avion, à peine vous touchez le manche, évidemment, l'avion réagit. Il n'a pas beaucoup d'inertie. Sur un avion de ligne, c'est pas du tout la même chose. Quand vous mettez le manche d'un côté ou de l'autre, il va se passer un certain temps avant que l'avion commence à s'incliner et qu'il veuille bien commencer à virer. Voilà. Est-ce que c'est un mythe? Je réponds à cette question par c'est un mythe. Et c'est tout. Quel avenir pour le métier de pilote? L'IA va-t-elle prendre le relais? Ils sont en train de travailler pour. Ils sont en train d'aller vers la diminution de nombre, comme ils ont fait pour le mécanicien navigant. Donc c'était 3, enfin à un moment donné c'était 4 même. Ensuite 3, ensuite 2, et ils veulent aller vers 1, et ensuite vers 0. Bon, comme disait tout à l'heure la dernière fois, j'y vais.
Je ne sais pas s'il y aura grand monde qui vont pouvoir accepter de monter dans des avions comme ça, mais bon, qui sait, l'avenir nous le dira. Un avion de ligne pourrait-il atteindre les 1000 km/h? Oui, en vitesse sol, oui. Un avion subsonique ou transsonique, comme les avions de ligne, ne peut pas arriver à... Enfin, je crois que le plus vite que en vitesse propre, hein, le plus vite que des avions de ligne et même des avions exécutifs arrivent à voler, c'est aux alentours de Mach 91, Mach 92. Bon, les avions de ligne ne montent pas aussi vite, hein, mais il y a des petits avions d'affaires qui montent jusqu'à Mach 90, 91. Mais sinon, ces deux concepts totalement différents. Un avion qui est transsonique, comme le cas des avions de ligne, il est transsonique, il a des ailes qui vont bien, il a tout ça. Si on veut voler en supersonique, il faut des ailes complètement différentes, il faut des poussées complètement différentes, et c'est un autre concept. Peut-on faire un arrondi avec un 37, sur un 37 avec le trim? À ce moment-là, il faudrait que tu aies tout perdu, c'est-à-dire en manual reversion pratiquement, et donc il te reste, et sur un 330 aussi en mechanical backup. Pour faire l'arrondi, tu le feras avec le trim. Mais bon. C'est arrivé sur un 727 Oui. de chez nous, qui avait la gouverne de profondeur bloquée, et le commandant a posé l'avion en utilisant le trim pour faire l'arrondi. Ouais. Est-ce que vous connaissez Khiyari Fatahoui? C'est un ancien de chez nous. In case of engine out à 330, how we calculate la descente? Ah, tu veux dire là, oui, tu veux dire donc, si tu perds un two engine. Dans two engine, tu arrives, tu laisses la sustentation jusqu'à. D'abord, il y a toute une procédure à faire avant la descente, jusqu'à pratiquement la vitesse mini de sustentation. Donc, et à ce moment-là, ce sera le dive down. Donc, on commencera à descendre. Là, ça permettra un petit peu d'avancer enfin, d'avoir une certaine distance d'avancement sans les moteurs et entamer une descente. Et la descente doit être de telle sorte de garder toujours la vitesse au-delà, comment on appelle ça, en vitesse de clean, l'avion clean. Bon, c'est vrai que l'avion va descendre plus vite que prévu. En général, si ça arrive juste à côté d'un aéroport, c'est tout de suite revenir vers l'aéroport, sinon trouver un endroit pour... Mais pendant la descente, il y a la procédure de rallumage, les deux. Et généralement, il y a eu ce cas-là, généralement, il y a le réallumage d'un des moteurs au moins. D'un des moteurs. Bon, ça s'est vu généralement quand il y avait du volcanique H et tout. Et les gens avaient perdu 2 moteurs et donc à la descente, ils commençaient à faire leur procédure et donc ils ont récupéré au moins un moteur qui leur a permis de rejoindre l'aéroport le plus proche pour se poser. Voilà. Mais sinon, attends, que je me souvienne un peu d'un cas qui est arrivé comme ça et j'en parlerai. C'est rare, oui. C'est de succès, on travaille. Non, c'est pas qu'il n'ait pas eu de succès. C'est que les compagnies se sont empressées de l'acheter, et même le 600, le 340-600 qui est chez Etihad, ils ont préféré travailler beaucoup plus avec le 380 qu'avec le 340-600. Là, encore une fois, c'est des avions gourmands. Gourmands, et il ne faut pas oublier qu'il y a 4 moteurs, donc... alors, attends, quand il y a des thèmes qui peuvent être non. Je pense qu'ils ont détecté la fumée. Ils m'ont envoyé une alarme, un warning, tu vois. Et moi, je retourne la caméra, mais là, je ne l'ai pas fait. Une panne de pilote automatique est-elle une urgence? Non. La panne du pilote automatique n'est pas une urgence, d'autant plus que dans tous les avions, il y a 2 pilotes automatiques, donc si un tombe en panne, le deuxième prend le relais,
Et si même le deuxième tombe en panne, eh ben, revert au manuel. C'est pas agréable, mais c'est faisable. JB, je pense que toi, tu avais fait un vol complet avec son père, non? JB prend le café, JB prend le thé. JB, tu es là? JB, m'entendez dans le chat? C'est l'heure du thé pour JB. Michel, tu m'entends? 5 sur 5, Captain. 5 sur 5, Captain. Je me suis dit, ben, que j'ai reçu un warning, ils ont dû voir la fumée dans la cigarette. J'avais pas retourné la caméra. Alors, bon, JB est en train de prendre son thé, hein. Laissez-le tranquille. Mais beaucoup comme on faisait dans le. Je vais être honnête avec toi maintenant que je ne travaille pas, je fumais. Voilà. C'est comme ça. On peut fumer et être pilote? Oui. Mais là, tu peux tout faire quand tu es pilote. Il y a restriction, non. Mais maintenant, si tu arrives à maintenir ta santé, même en fumant et boire et tout, ça c'est ton problème après. Maintenant, si ça coince, ben ça coincera. Avant le décollage, on met les speed brakes sur. Non, pas les speed brakes. Sur RTE et les spoilers. On arme les spoilers et le break, effectivement, sur RTO, le reject takeoff. Et le freinage en RTO, il est spectaculaire. Hein. Il t'arrête l'avion en 5-5. Est-ce que la descente peut se faire sans qu'on se sente Oui. Oui, la descente peut se faire sans qu'on sente un certain vertige, sans problème. C'est un ami à moi, il est toujours instructeur à son compte à CDG. Disais que tu avais posé une question. Chut. Partie des compresseurs. J'ai raté des moteurs Rolls-Royce 37000 et 1000 qui équipent le Neo et 787 dans des problèmes. Tu sais, d'abord les avionneurs, enfin ceux qui font les réacteurs, n'ont rien à voir avec les compagnies. Hein. La compagnie choisit son avionneur, choisit le mode de moteur qu'elle veut sur ses avions. Maintenant, Kimahna et Algérie sont habitués au GE et au CFM pour le Boeing. Tous les moteurs posent problème à un moment donné ou à un autre, que ce soit les ailettes, la turbine, et ça, c'est le rôle du technique qui font ce qu'on appelle les boroscopes. Ils boroscopent les réacteurs et ils voient s'il y a des fissures, s'il y a des ailettes vrillées, s'il y a des choses, s'il y a de la calamine qui est déposée, etc. etc. Donc, c'est une question de maintenance. Autrement, attends, j'ai une question en arabe qui est passée. قال لي اتفق خويا الطيارة رحنا فيها من حاسي سعود. Si vous sentez un vertige pendant la descente, moi, ce que je vous conseille très honnêtement, c'est d'aller voir un ORL. Parce que, en fait, si vous ressentez un vertige, c'est que votre oreille interne, quand elle perçoit une augmentation de pression, puisque c'est ce qui se passe lorsqu'on descend, la cabine se regonfle de manière à ce que la pression cabine atteigne la pression extérieure lorsqu'on est à l'atterrissage. Et donc, c'est que vous avez un léger problème au niveau des tympans et que ça vous provoque des vertiges, parce que normalement, on n'a pas de vertige ni pendant la montée, ni pendant la descente, si vous ne subissez pas de barotraumatisme. Mais il faudrait peut-être vérifier ça avec un ORL. Salah Sabsoub, tu dis que قال لي الطفل, enfin ton fils, enfin أخوك, الطيارة راحت فيها من حاسم سعود للقان. D'abord, Air Algérie ne fait pas le GAN, je ne pense pas, elle n'a pas de vol sur le GAN, ça doit être peut-être Statizi ou la Tassil de travail aérien. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle fasse. Ou là, un avion militaire. الخدمة قال لي كملنا الكيروزين في الطريق. Bon,
ما تكونش تاع الجيري هذه تكون بالك لو بيتش ولا ال 1900 ولا تاع طرافاي اغيان ولا. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le squawk, Tariq? Qu'est-ce que tu veux savoir sur le squawk? Tu veux parler du transpondeur, quoi. Ça là, c'est beau, oui, donc c'est Star Aviation. Et tu fais bien, politicien. Prends un rendez-vous avec ton ORL. Comme disait JB, il vaut mieux vérifier ça, parce que ça peut être important pour tes futurs voyages. Comment l'avion atterrirait-il si la radio de bord tombait en panne? D'abord, avant que la radio de bord, comme tu dis, c'est-à-dire les audios, les coms de l'avion tombent en panne, il y a toute une vérification à faire. Pour le savoir, c'est quand il y a un report, ou là un message à transmettre, ou là, à un moment donné, ça prend du temps et qu'il n'y a aucun message qui n'arrive. Donc il y a déjà un appel du pilote vers la tour ou vers le contrôle, et qu'il n'y a pas de réponse. D'abord, il va vérifier tout son matériel embarqué en communication. Les audio panels, le masque à oxygène, tout. Bon, sur 330, c'est plus simple parce qu'il a la CARS, il a la SATCOM, il a tout ça. Mais disons sur un avion conventionnel normal. Et ensuite, là, quand il détermine qu'il y a réellement, il n'arrive pas à émettre, eh ben, il y a un code 7600 qu'il doit mettre, et donc ça va sortir sur l'écran du contrôleur, et qui va savoir que cet avion a un problème de communication, d'audio. Bon, le pilote, il est obligé de respecter la dernière consigne qu'il a reçue, c'est-à-dire, conformément à son plan de vol, s'il est au niveau 350 par exemple, il va rester au niveau 350, il va continuer son vol jusqu'à sa destination, et tout le monde va savoir qu'il a, bon, sauf quand c'est un long vol, de 12 heures, où là, il ne va pas s'amuser à traverser tous ces espaces comme ça. Je parle dans un rayon de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures maximum de vol. Il peut aller jusqu'à sa destination, mais il gardera le dernier niveau qu'il a reçu comme clairance pour voler, jusqu'à la balise d'entrée de l'aéroport, ce qu'on appelle une balise d'entrée, pour entamer son approche. Et il a une procédure. Il y a la procédure ICAO, OCI, donc il lui donne à l'échappée, c'est-à-dire à l'heure prévue sur son plan de vol d'arrivée, il va entamer son approche et il a 30 minutes pour se poser. Voilà. Donc tout le monde va savoir qu'il est en panne puisqu'il a son code et il n'y a pas réellement de problème. La panne, c'est donc 44, oui. Donc, et en plus, il y a des procédures spécifiques au survol de chaque pays, puisque chaque pays a sa procédure aussi. Dans le JEPSEN, tu as la partie comme pour avoir les spécificités d'un pays ou d'un autre. Voilà. En ce qui concerne la boîte noire, alors tout d'abord, la boîte noire, il y en a 2 dans un avion. Elles sont pas noires, elles sont oranges, d'accord? On a le cockpit voice recorder, et on a, donc c'est un enregistreur de toutes les communications dans le cockpit, que ce soit les communications orales entre les 2 pilotes, et toutes les communications qu'il y a à bord, même les annonces des PNC, même la radio, même tout ça. Donc ça, c'est enregistré sur le cockpit voice recorder. Bon, maintenant, ce sont des enregistrements qui durent 2 heures, donc au bout de 2 heures, l'enregistrement s'efface, donc on a toujours les 2 dernières heures de vol de l'avion. Ça, c'est pour le cockpit voice recorder. Et pour le DFDR, Digital Flight Data Recorder, il s'agit d'un récepteur donc qui va enregistrer des dizaines de paramètres qui viennent directement des systèmes embarqués de l'avion, des systèmes électroniques de l'avion. Et l'enregistrement, avant, il se faisait sur une bande, maintenant c'est sur des genres de sticks informatiques, donc il n'y a plus de bande, quoi, ça résiste beaucoup mieux, et ça peut prendre surtout beaucoup plus de
de data. Et donc, il est placé dans un endroit judicieux de l'avion où il a le moins de chances possible d'être détruit en cas de crash. Il est muni également d'une balise émettrice qui va permettre sa localisation, etc., etc. Voilà. Mais sachez que c'est connecté directement avec les ordinateurs de bord qui gèrent le vol. Et il y a il y a tout un tas de paramètres, l'altitude, la vitesse, le régime réacteur, la poussée la pression d'huile, la pression d'hydraulique, tous les paramètres possibles et imaginables. Voilà. Goldenberg, Captain Violin, excusez-moi. wait 2 minutes. Oui, allez-y. Goldenberg, in my opinion, the best pilot is who done his job as shown by the constructor, by the customer and the customer. It is the best pilot who done his job, only his job. In trade situation or problem, if any problem, he has to do his job, as shown by Airbus or Boeing or never mind. Vas-y, Farid. Oui, concernant la boîte noire, excusez-moi. Donc, vous disiez qu'elle était orange. D'où vient le fait qu'on l'appelle boîte noire alors? Un terme, en fait, c'est anglais, c'est américain. Tout ce qui est un peu mystérieux, les Américains ont l'habitude d'appeler ça black box. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait une qualification, on nous dit bon, ne rentrez pas là-dedans, c'est pas de votre domaine. C'est de l'informatique, donc ça sert pas à grand chose que des pilotes le sachent. On nous dit this is black box. Pour me rigoler un peu, quand j'ai fait ma première qualif 737, c'était à Aer Lingus à Dublin. Notre instructeur, qui s'appelait Stan Hogan, je me souviens comme si c'était hier, quand il nous a expliqué le 37-200, comment ça marchait, puis, alors à un certain moment, il nous disait, this is done by a PFM. This is done by a PFM. Les PFM. Et nous, on cherchait comme des idiots, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, on trouvait pas dans les bouquins Boeing, PFM. Alors, à la fin de la journée, il y en a un qui est allé le voir, il lui a dit, I'm sorry sir, but can you tell me what is PFM? Et la réponse a été magistrale, il a dit, pure fucking magic. Ça pourrait... Excellent. Et pour ajouter aussi, pour la boîte noire, à l'époque, dans les années 40-50, ils mettaient, enfin surtout 50, début 50, arrivé vers les années 60, ils avaient mis des pellicules à l'intérieur avec un seul, quelques 2-3 paramètres qui étaient pris. Et comme c'était pas à l'intérieur en noir, pour éviter que les pellicules soient tnahargo. Donc elles sont restées, c'est resté noir et l'appellation aussi est restée comme ça aussi. Et pour information, il y a un projet d'une boîte noire à immersion totale, qui va être pratiquement immergée, même sustenté dans l'eau. C'est un projet, hein, avec une antenne valable depuis l'histoire de Rio, puisqu'ils avaient mis beaucoup de temps pour retrouver ça. Donc ils sont sur un autre projet Advanced, qui va voir le jour dans pas longtemps, hein, parce que c'est... J'ai une hypothèse aussi, mais je ne sais pas si elle tient la route. Qui dit boîte noire dit catastrophe, bien évidemment. Peut-être que ce serait en relation aussi avec le deuil. Le deuil, c'est la cravate du pilote. Oui, ça je sais. Oui, ça je sais. Mais boîte noire, ça pourrait aussi avoir relation avec le deuil, je ne sais pas. Il y a une blague à ce niveau-là. Ah bon? Et oui, t'as la femme de couleur et la femme blonde qui étaient dans l'avion. Guetta, moi, je vais être sauvé rapidement. Guetta, pourquoi? Guetta, parce qu'ils vont chercher la boîte noire en premier. Donc, Elle est pas mal celle-là. Moi, c'est l'heure du thé, donc je vais m'absenter quelques instants et je reviens tout à l'heure. Vas-y. Alors, comment un avion signalerait-il visuellement qu'il est en détresse? Il a le... D'abord, il y a le voice, d'accord. Mais s'il a un problème, par exemple, dans le train et tout, il y a ce qu'on appelle il fait des passages du côté de la tour.
il fait des passages en basse altitude, enfin basse altitude 1000, 1500 pieds vers la tour. Généralement, c'était dans le cas où il est en train de dire, c'est-à-dire il est en train de dire visuellement. 7700, c'est emergency, c'est le détresse exactement, mais ils le mettent dans le transpondeur pour signaler qu'il y a un feu ou la perte, même perte d'un moteur, c'est pas un double 700, c'est un pan-pan. Mais quand il y a feu, sévère damage ou la dépressurisation rapide et tout, là c'est un 770. Bon, visuellement, d'abord la tour, si c'est au décollage, ils vont voir que c'est un avion qui a pris feu par exemple. Si c'est un problème de train qui ne veut pas rentrer, donc il va faire un passage par la tour. Et ils ont comment on appelle ça, des espèces de projecteurs verts et rouges qui peuvent orienter vers l'avion, surtout quand le gars a le problème, et plus il n'a pas la communication. Alors tu imagines, quand ils mettent vert, ça veut dire qu'il est bon, rouge, c'est qu'il y a un problème, etc., etc. Voilà. Pourquoi dans le cockpit, quand on parle, on s'entend comme s'il y avait des micros, de haut-parleurs? Non, ça dépend. Ça dépend. Si les gars, ils ont le boom et ils ont l'interphone, entre pilotes, oui, tu vas l'entendre comme si tu avais comme si tu avais des haut-parleurs. Mais s'il y a le intercommunication between les deux coms, et sur off, non, tu entends la voix normale. يدير ويتاريخ. Salut Captain, مساء الخير. Ça va? الحمد لله et vous. كابتن اسكو je sais في لا كارير تاعك سيرمون صرات لك مي وشنو هي لابان اللي بقيت شافع عليها اللي صرات لك زعما سا فوزا ماركي هكذا؟ Je l'avais raconté depuis le début, c'était sur un 737, un Severe Damaged, au décollage de Tindouf. Severe Damaged, c'est-à-dire que le moteur était parti carrément avec une embardée d'un Hebel, quoi. Bon, c'était une émergence, ça. Parce que le moteur, après, quand on l'a vu, quand on est descendu, il n'y avait plus de moteur. C'était un trou dans le fan de l'avion, il n'y a plus rien. Tout était ce qu'on appelle un severe damage. C'est un avion qui explose, c'est un moteur qui explose et qui pratiquement fait fondre à plus de 1200, 1500 degrés tout ce qui est à l'intérieur. Bon, on a fait la procédure, on est revenu et on s'est posé. C'était en C'était 2000. au décollage Captain, c'était after V1 صرات لك. Oui, c'était au décollage à 400 pieds. 400 pieds à Tindouf. Full passager, 12 tonnes de fuel. Visibilité dégradante. Elle se descendait de 5000 vers هذه كابتن هذه كيما l'histoire تاع 737-200 à peu près. Mais c'était un 37-200 justement. C'est en quelle année صرات لك كابتن؟ En 2000, donc ça remonte à loin, ça fait 24 ans. Les 27 c'était des bons avions les 27. 27 aussi, ils ont eu le même problème parce que ces avions-là, alors je vais te dire comment on a perdu ces moteurs-là. Parce que ces avions, les moteurs étaient révisés en Jordanie. Les ailettes étaient révisées en Jordanie. Et donc, il y avait à peu près... on a perdu 9 moteurs, physique la période, 9 moteurs. Il y avait 2 moteurs qui étaient perdus sur un 27, sur 2 27 différents, et le reste, c'était sur les 37. Il a perdu son moteur au niveau 180, un est au décollage, qui est en finale. Bon, mais c'est des trucs Gérable. Non. gérables, puisque je suis là pour en parler, donc c'est gérable. Je suis pas... Merci beaucoup Captain يعطيك الصحة. Ben Allal, صاحبي Ben Allal, je pense qu'il est décédé, Bouzien Ben Allal. How many checklists you have to do before your flight? Ben, tu as la pre-flight,
pre-flight checklist, before start checklist, after start checklist, before taxi, before lineup, and after takeoff, ainsi de suite. Et ensuite, là, nanana, et l'approche, etc., etc., etc. Quels instruments sont fiables pour détecter un problème avant le décollage? À quel pourcentage d'instruments? Ils sont, je dirais, à 100% fiables pour détecter le problème avant le décollage et même après le décollage et pendant le vol. Maintenant, il peut y avoir des couacs. Pour l'aviation, c'est de la résistance des matériaux, encore une fois, c'est de la matière travaillante. Est-ce que les stewards maintenant font des formations? Oui, ils font tout le temps des formations. Des formations, des refreshs, des recyclages, etc., etc. Et maintenant, Boufarik, bon, Boufarik, ils ont joué de malchance parce que il a pris, en plus, il a pris feu. Et donc, voilà, lourd, feu. Bon, on était lourd. Il y avait un sévère damage, mais on a fait la checklist, on est revenu, on avait fait une remise des gaz N-1, parce que je ne voulais pas prendre de risque de me poser n'importe comment. Et on a fait un tour de piste et on est revenu se poser. Bon. Ça ne veut pas dire qu'on est plus fort, hein, mais parce que ça aurait pu ne pas marcher. Chut, venez ici. Est-ce que vous êtes de la même promotion de Bilal et Yazid? Non, ils sont en parallèle. Bilal et Yazid sont la promotion de Mourad Amraoui. Et on est en parallèle. Au au ministère des Transports et nous, on était AH. If the fuel indicator is enough, it's no. Fuel indicator, it's depend. Lequel? Parce qu'il y a plusieurs indications. Il y a même le FMS qui et en plus de reminder, il y a le répétiteur en haut et en bas. Donc, on peut le savoir. Mais en général, à la base, il faut le changer. À la base mère, il faut le changer. Si c'est pour ramener un avion, le gars, quand il va mettre du fuel, il a le panel, il va voir combien il a mis, donc il n'y a pas de problème. L'indication va se voir sur le fuel flow. Le fuel flow va nous indiquer que le fuel est en plus sur 330, c'est encore plus simple, puisqu'il y a un page fuel avec les différents réservoirs et on voit la consommation du fuel. Donc c'est même pas... Même si cet indicateur en lui-même est inopte, la page rappelée, ou bien dans le FMS, on a l'indication correcte. Donc, non. Mais à la base mère, il faut le changer. Pour un rapatriement, non. Enfin, il peut être en... Donc, le moteur était quand même parti au sol. Non, non, le moteur Abjik. Tu voyais à travers. Donc, il y a eu pratiquement... C'est effrité. Mais bon, ça, c'était dû aux ailettes. Les ailettes étaient vrillées et ils ont tout emmené avec eux de l'autre côté. Je ne sais pas, 723, je ne sais pas. Il y en a un qui vient de terminer santé. Il y a un qui vient de terminer santé. Sahtek. Bonjour. Captain, vous utilisez le troisième FMS sur 330. Alors, in case of loss of one of the two, yes. Mais le troisième est utilisé beaucoup plus pour la CARS, pour suivre un petit peu le truc, pour les demandes de clairance, pour la CARS, mais si un des deux devant tombe en panne, le troisième se met automatiquement en branle pour prendre le relais de un des deux. Donc voilà. En attendant de faire le reset de ceux qui sont devant, quoi. Du premier de Captain ou la First Officer. Il y a toujours un reset à faire. Oui, je suis au courant de Ben Allal. Même Djibril l'a collé. Tu as collé, Bouzienne? Bien sûr. Qu'en dites-vous sur les minima abusifs appliqués au niveau des aéroports algériens? Ah bon? Je ne savais pas qu'il y avait des minima abusifs.
Tu sais ce que c'est qu'un minima? Non, il y a des minima qui sont basés sur la catégorie d'aide à l'atterrissage, et c'est tout, hein, il n'y a pas d'autre chose, hein. C'est réglementé par l'OACI et tout ça, il n'y a rien à discuter là-dessus, hein. Et une approche VOR, c'est comme ça, une approche ILS, c'est comme ça, et ainsi de suite, hein. Maintenant, la compagnie peut augmenter ses minima par rapport à ce qui est publié sur Jebsen Woodland pour des raisons personnelles à elle, mais en publiant ça sur son AOC, bien sûr. Elle va dire, voilà, moi je mets par exemple 5% ou 10% en plus à mes équipages, pas aux autres, à mes équipages. Mais elle n'a pas le droit d'imposer quoi que ce soit. Parce que tout est étudié en fonction d'un aéroport, des équipements de l'aéroport et tout ça. Donc voilà. Il n'y a pas d'ILS catégorie 3 en Algérie, donc on peut pas avoir des minima catégorie 3, hein, c'est pas possible. Donc les minima sont ce qu'ils sont, hein. Les minima publiés par l'État, et comme a dit Nourdine, les compagnies, par exemple, aux États-Unis, je me souviens que pour un pilote qui a moins de 100 heures sur une machine, Ouais. quel que soit le nombre d'heures qu'il a au total, hein, mais quand il a moins de 100 heures sur une machine, il faut augmenter la hauteur de décision de 100 pieds la visibilité minimale, je me souviens plus de half a mile ou quelque chose comme ça. C'est pour tenir compte justement du fait que le gars n'est pas très habitué à cette machine-là en particulier. Mais Hedin, dans quelle mesure est-il courant de décoller depuis une voie de circulation? C'est-à-dire, tu veux dire, si Si, c'est... ouais, on peut pas décoller depuis un taxi, ouais. et- Voilà, moi c'est ce que j'ai compris. Mais peut-être qu'il parle de... À partir, par exemple, disant que si par exemple il y a le seuil de piste qui s'appelle allez, Alpha 1, ben là qu'il parle de Alpha 2, Alpha 3 au milieu de piste. Mais ça c'est en fonction des performances du jour et de l'avion. Il peut effectivement décoller, mais ça, c'est pas de la voie de circulation, c'est la piste. Il prendra une voie de circulation pour... Ah, voilà, c'est ce que tu veux dire. Par exemple, Angoulou, il va pas décoller du bout de piste, il va décoller d'une bretelle. Il va emprunter la voie de circulation, il va pénétrer la piste à travers une bretelle pour décoller. Et il va peut-être s'amputer de 300, 400 mètres ou 500 mètres, mais ça, c'est en fonction, encore une fois, des performances du jour, de l'avion, et de tout ça. Donc, il peut pas hakam d'être rassou. Et quand il fait rentrer ses calculs dans son iPad ou là dans son calculateur de bord, c'est lui qui va lui dire qu'est-ce qui lui reste comme piste en cas d'arrêt décollage. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut pas le faire ce jour-là? Voilà. Et d'ailleurs, dans des aéroports comme en Chine, on pose la question au pilote. On lui dit today you have to use all the runway or you can use Alpha 32 par exemple. Il te raccourcit le truc, mais c'est des pistes de 4000 mètres ça, hein. Donc en fonction de la performance, des performances du jour, des fois on a accepté de prendre Alpha 32 pour ne pas être pénalisé pour le décollage, parce que des fois c'est des roulages de 45 minutes à 1 heure d'attente. Et voilà. Mais sinon, c'est pas systématique. À Dubaï, ça se fait aussi. Quand il y a beaucoup de trafic, ils vont faire aligner un avion en bout de piste et ils font décoller les lights, ce qu'on appelle les lights des 320 ou de la Haja, juste à l'embouchure. À Paris, ça se fait aussi. À Paris aussi, ça se fait. C'est ce que tu voulais dire, voilà. C'est ce que j'avais compris aussi. Quel est l'aéroport difficile pour le décollage en Algérie? Taman Rasset. Ben, tu sais, je vais te dire, c'est pas l'aéroport qui est difficile au décollage. C'est pas l'aéroport qui est difficile au décollage. Bon, c'est vrai que tu as des obstacles juste en face, mais Constantine aussi. C'est le décollage en lui-même qui représente une manœuvre difficile. C'est-à-dire le décollage et l'atterrissage sont les deux phases les plus critiques d'un vol. Mais en réalité, c'est le décollage qui est plus critique que l'atterrissage, contrairement à ce que pensent les gens. Parce que le décollage, tu as tout qui peut arriver au décollage. Bon, c'est pas pour faire peur aux gens, mais tout est under control, comme dit JB, hein.
Tu perds un moteur, tu montes, tu as le feu, tu montes, tu perds 2 moteurs, tu peux revenir rapidement 180, te poser ou là, etc., etc. C'est l'atterrissage est la façon pratiquement là, sauf quand il y a du vent de travers ou un grain qui passe sur l'aéroport, l'atterrissage est une phase qui est plus, je dirais, pour le pilote, hein, plus aisée que le décollage. Et je ne sais pas si JB on pense autrement, Tani, il peut le dire. JB, qu'est-ce que tu en penses? Le décollage, disons que au niveau des principes de la physique, Voilà. le décollage est une manœuvre qui est plus naturelle pour l'avion que l'atterrissage. Je m'explique. Étant donné que nous décollons à une vitesse qui est supérieure à la vitesse minimale à laquelle l'avion pourrait décoller, qu'on appelle la VMU. Bien évidemment, nous prenons une marge par rapport à cette vitesse minimale à laquelle l'avion peut décoller. Donc, si vous voulez, nous maintenons l'avion au sol artificiellement, alors qu'il a déjà, au niveau énergétique, il a déjà assez d'énergie pour passer de 2 à 3 dimensions. Donc, nous le maintenons artificiellement au sol. Et donc, si vous voulez, l'avion a tendance lui-même, puisque son niveau d'énergie lui permet de passer en 3 dimensions, l'avion a tendance à décoller naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut dire que déjà, au niveau énergétique, il est déjà en 3 dimensions, maintenu artificiellement en 2 dimensions. Par contre, à l'atterrissage, l'avion est en vol, donc il a un niveau d'énergie qui correspond à les 3 dimensions. Et on vole donc en étant au-dessus de la vitesse minimale de vol. Donc si vous voulez, on est au-dessus de la vitesse de décrochage. Et donc l'avion, jusqu'à l'atterrissage, a un niveau d'énergie qui est un niveau d'énergie lui permettant de se déplacer en 3 dimensions. Et d'un coup, on veut le ramener en 2 dimensions. Donc il faut lui faire perdre de l'énergie très rapidement, de manière à ce qu'il n'ait pas tendance à repartir. Voilà. Donc l'atterrissage est beaucoup moins naturel pour l'avion que ne l'est le décollage. Voilà, c'est tout. Mais dans tous les cas de figure, la manœuvre doit être faite. Hein. Ça se fait pas tout seul. Mais un avion, si vous le laissez, à la limite, si vous lâchez les commandes, au décollage, on le ferait jamais. Hein, mais il aurait tendance à décoller par lui-même. Voilà. Alors, attends. Est-ce que le stade de Barrari peut provoquer des problèmes avec l'utilisation des fumigènes et les trucs? Bon, d'abord, il faut savoir, sur le plan d'approche, sur Barrari à Alger, c'est assez haut. Et vous avez l'impression de voir. 2, dans tous les pays du monde, c'est-à-dire c'est la nouvelle tendance, c'est d'implanter des stades dans les trouées d'approche. C'est pour la pub. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a des compagnies, telles que les compagnies Five Stars, elles ont leur logo, pas le logo, elles ont le nom de la compagnie inscrit sous le fuselage. Par exemple, Emirates, pour donner que ce nom, vous allez voir Emirates. Et vous allez, quand ils passent au-dessus d'un stade où il y a 80 000 personnes, c'est de la pub. C'est de la pub gratuite. Et c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde où ils ont implanté des stades. Maintenant, les fumigènes, en réalité, les fumigènes sont interdits dans les stades. C'est des services de sécurité qui font pas leur travail au niveau des stades. Les fumigènes, les trucs et tout, non. Il y a des trucs autorisés qui n'ont pas trop de hauteur et d'effet. Les lasers sont interdits aussi à pointer surtout de nuit, vers les cockpits. Ça, le gars, il risque, quand il est signalé, il risque même la prison pour ça. Hein. Là, nous est arrivé de signaler des incidents comme ça. Je m'appelle l'approche Laurent, du côté de Staibo, ce qu'on appelle Staibo, des Klarov. Ils visaient les avions en plein cockpit pratiquement avec les lasers. Et c'est gênant, c'est très gênant pour le pilote. Donc il y avait des signalements, et il faut savoir que à chaque fois qu'on signalait ça, la gendarmerie se déplaçait vers les lieux. Hein. Il ne faut pas croire, on disait ça au tour de contrôle, qui transmettait au service, et ça allait vers les endroits. Donc voilà. Donc, maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de faire ça ou pas? Ça, vous savez, dans le monde où l'argent règne plutôt,
Le bon sens n'a pas trop de place. Hein. Excusez-moi, je peux poser une question? Oui, vas-y, Farid. Donc JB toujours. Euh, Bien, j'y vais. ou bien vous, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez répondre, il n'y a pas de souci. C'est pas une question très compliquée. Mais imaginons deux avions identiques Oui, sur deux pistes parallèles. Même poids, même météo, je vous dis sur le même aéroport, ouais, en take-off, au décollage. ouais. Est-ce qu'ils décolleront, est-ce qu'ils décolleront en même temps? Absolument, absolument. Si les pilotes respectent la procédure, la technique de rotation, AVR, ils décolleront exactement en même temps. Non, bon, le même lift-off. Il n'y aura pas d'autres facteurs, les pneus, je sais pas, la piste qui est mal dégommée ou je sais pas. On dit exactement pareil. Et généralement, non, les pistes crois-moi, les pistes sont réellement clean. Et quand il y a un truc, d'ailleurs, chaque fois qu'il y a un certain nombre d'atterrissages, il y a des services qui sont prévus pour ça, ce qu'on appelle les follow, donc les yellow cars, qui passent pour inspection entre des atterrissages bien précis, hein, pas entre deux atterrissages. Quand il y a la neige, c'est autre chose. Ça, c'est des neigeuses qui passent entre deux atterrissages en faisant éloigner l'autre à l'approche et tout et tout. Mais il y a les avions d'inspection, les voitures d'inspection. Et quand il y a un problème, eh ben, la piste est carrément fermée et orientée vers une autre piste. Bon, maintenant, il faut savoir que les décollages parallèles, il faudrait qu'il y ait les pistes soient... Alors, on ne peut pas faire de décollage. Les pistes sont trop rapprochées, sont closest. Il faut qu'il y ait une... là, j'ai pas exactement en tête, minimum 60 mètres en tête de piste, en tête deux, etc. Il y a des normes pour ça, pour faire décoller. Et en général, les décollages se font, enfin, une piste est utilisée à l'atterrissage et l'autre au décollage. Qui m'a, par exemple, Charles de Gaulle, la 08 left et la 08 droite, au décollage, à l'atterrissage, et vice-versa. Mais il se pourrait des fois qu'il y ait, par exemple, deux trafics qui peuvent décoller en même temps. Et comme disait JB, s'ils sont du même type et du même truc avec les mêmes performances du jour, ils décolleront au point de lift-off exactement pareil, si c'est les mêmes conditions. Maintenant, il se trouve qu'un des pilotes Beleg va faire un lift-off plus tard que l'autre, ça c'est autre chose, mais ça ne veut pas dire que l'île est différent. Parfait, je vous remercie. Il y a quelqu'un qui pose la question de comment un avion se pose sur l'ILS. Avec l'ILS, bon, ben, je rappelle que l'ILS est un système d'atterrissage, donc radio, qui matérialise en fait pour le pilote deux plans, un plan vertical qui matérialise l'axe de la piste, d'accord, et un plan incliné à environ 3 degrés, ce qu'on appelle le glide slope, et qui aboutit au point de toucher des roues, au touchdown zone, au TDZ, qui est à 300 mètres après le début de la piste. Et le pilote à bord reçoit une information qui, basiquement, est l'équivalent d'une croix, un peu comme une croix d'un viseur, d'accord ? Alors, l'aiguille verticale, ça c'est pour le système de base, mais de toute façon, sur tous les avions, c'est matérialisé comme ça. Hein. Donc, on a une barre verticale qui nous dit si on est sur l'axe ou pas, donc il faut que cette barre soit au milieu de l'horizon artificiel, et à partir du moment où elle est au milieu, on sait qu'on est sur l'axe de piste, et on doit avoir la barre horizontale, celle qui matérialise le plan incliné, également au milieu de l'horizon artificiel. Elles doivent se croiser en plein milieu de l'horizon artificiel, il y a d'ailleurs un point, et quand on a ces deux-là qui sont alignés, parfaitement en croix, on sait qu'on est sur l'axe de la piste et sur le plan. Maintenant, ce système nous permet de rattraper, si nous ne sommes pas exactement sur le plan, ou pas exactement sur l'axe, ça nous permet de rattraper. Si la barre verticale, par exemple, part légèrement vers la droite, ben on va augmenter notre cap de manière à rattraper le localizer, donc l'axe de piste. Et si, par exemple, la barre horizontale est au-dessus du repère, ça veut dire qu'on est trop bas sur le plan,
on va à ce moment-là diminuer notre vitesse de descente en augmentant légèrement les gaz, et jusqu'au moment où on va rattraper le plan de descente, et à ce moment-là, on va réajuster la puissance pour suivre ce plan. Voilà comment ça fonctionne. Et bien évidemment, ce système peut très bien être utilisé par le pilote automatique, hein, bien sûr. On peut faire une approche automatique, et à ce moment-là, c'est le pilote automatique qui va se charger de suivre l'ILS, exactement de la manière dont je vous l'ai dit. Que se passe-t-il lorsque l'autorisation de décollage est annulée par l'ATC? Eh bien, si l'autorisation de décollage est annulée par l'ATC, c'est qu'il doit y avoir une raison. Il ne se passe rien, c'est qu'il peut y avoir une contestation du pilote. Miguel, pourquoi? Ils vont lui dire, voilà, ben, l'autorisation est annulée pour X raisons. Espace fermé, frontière, espace. Changer le plan de vol parce que vous devez changer le plan de vol parce que l'autre de la route, il y a une restriction pour X raisons. À destination fermée pour X raisons. Bon, il peut y avoir beaucoup de raisons pour que l'ATC annule une autorisation de décollage. En général, c'est avant la mise en route que c'est anticipé ces trucs-là. Mais maintenant, à la dernière minute, il peut arriver que le gars a reçu son autorisation de mise en route et il va rouler, il va arriver jusqu'au point d'attente. Pour une raison ou une autre, l'ATC peut annuler un décollage, oui. Peut-être qu'il y a une urgence, on approche, par exemple. S'il y a une urgence, on approche. S'il y a un avion, par exemple, perdu dans les parages, il y a X raisons, tu vois. Il y a tellement de raisons qui peuvent te donner que tu peux prendre ce que tu veux. Est-ce vrai qu'à cause des JO, l'État a interdit le survol de Paris au départ de ces... D'abord, le survol de Paris est interdit à partir de certaines, je pense, niveau 180 et en dessous. Mais avec les JO faisant, c'est vrai, il y a eu des restrictions, c'est devenu des zones de restriction. Donc, pour X raisons aussi de sécurité, il y a des hélicos de la police qui tournent, la protection, il y a beaucoup de choses. Il y a des drones aussi. C'était surtout pendant la cérémonie d'ouverture. Hein. Surtout la cérémonie d'ouverture, parce qu'il y avait des... Bon. Et bon, ça c'est... Le pays peut le faire. Le MLS a été abandonné pour lui. Le MLS a été fait pour essayer à un moment donné. Mais ça n'a pas trop fonctionné, ça revenait trop cher à la maintenance, plus cher que l'ILS. Même l'ILS maintenant, il va être en passe d'être abandonné, ils vont passer au RMP approche, au RNAV approche, tout ça, ça efface. Maintenant c'est approche GPS, et parce que ça, en maintenance, ça coûte excessivement cher. Vous dites souvent plus haut, plus chaud, plus vite, plus d'économie. Mais à quelle altitude? Oui, absolument. À quelle altitude? Alors, il faut expliquer la chose. Je vais faire dans les jours qui viennent, là, je vais faire une vidéo sur le calcul anémométrique et sur le calcul altimétrique. C'est-à-dire l'anémométrie, c'est comment on calcule toutes les vitesses de l'avion. Puisqu'on démarre avec ce qu'on appelle une vitesse indiquée, qui est celle qui est lue directement sur l'anémomètre, mais qui est par définition une vitesse qui est erronée parce qu'on ne peut pas faire autrement, tout simplement. En fait, le principe c'est le suivant, c'est que on mesure selon la loi de Bernoulli, si ça vous dit quelque chose. On mesure selon la loi de Bernoulli qui dit que dans un fluide en mouvement, la pression totale du fluide est une constante et est égale à la pression dynamique plus la pression statique. Et que la pression dynamique est égale à 1/2 de ρ V au carré. Ρ étant la densité de l'air, enfin du fluide, et V la vitesse propre. Très bien. À partir du moment où on arrive à mesurer dans un instrument, on reçoit sur le tube de Pitot, on reçoit la pression totale du fluide. Et par les pressions, les statiques portes, on reçoit la pression statique qui est mesurée perpendiculairement à l'écoulement. À ce moment-là, quand on met ces deux pressions, on applique la pression totale à l'intérieur d'une capsule, comme une capsule qu'il y a dans un altimètre ou dans un baromètre,
on applique la pression totale à l'intérieur et on applique la pression statique à l'extérieur. En conséquence de quoi, la déformation de la capsule est fonction de pression totale moins pression statique. Donc elle est fonction de la pression dynamique. Sauf que, alors à partir de là, on peut faire une équivalence en disant la pression dynamique à telle valeur, si j'ai la valeur de ρ, de la masse volumique, alors je peux faire une correspondance puisque la pression dynamique étant égale à 1/2 de ρ V2, connaissant ρ, je peux calculer, connaissant la pression dynamique, je peux calculer la vitesse. Sauf que, par principe, par définition, quand un avion vole, il monte en altitude, et quand il monte en altitude, la masse volumique de l'air diminue. Donc, on étalonne l'anémomètre, l'indicateur de vitesse, on l'étalonne en fixant la valeur de ρ. Et on fixe la valeur de ρ à la valeur qu'on lui a attribuée dans l'atmosphère standard, qui était une référence, et qui est de 1,225 kg par mètre cube. En conséquence de quoi, la vitesse indiquée, telle qu'on la lit directement sur l'instrument, elle est correcte si l'avion volait au niveau de la mer par 1013 hectopascales de pression atmosphérique et plus 15 degrés Celsius de température, ce qui n'est pas le cas par définition. Donc, en fait, quand on va monter, pour une même pression dynamique, étant donné que l'anémomètre, lui, va considérer que ρ n'a pas varié, eh bien, on aura en fait ρ qui sera beaucoup plus faible, et si ρ diminue pour la même pression dynamique, ça veut dire que la vitesse doit augmenter. Donc, qu'est-ce qui se produit quand on monte avec une vitesse indiquée constante, donc une pression dynamique constante? Quand on monte, puisque ρ diminue, en fait, et que pression dynamique reste constante, ça veut dire que la vitesse augmente. Et cette vitesse qui augmente, c'est la vitesse propre de l'avion. D'accord ? Et à une altitude donnée, donc à une pression donnée, si la température s'élève, ça veut dire que la masse volumique de l'air va diminuer. Par définition, selon la loi des gaz parfaits, P égale ρ RT, eh bien, si la masse, à une altitude donnée, à une pression donc donnée, si la masse volumique de l'air diminue, ça veut dire que la vitesse doit augmenter pour une certaine valeur de la pression dynamique. Mais je vous dis encore une fois, vous aurez ça dans la vidéo que je vais faire dans les jours qui viennent, où j'explique tout ça et je fais même des calculs. C'est ce que tu disais au début. Tu vas préparer le truc avec les vidéos. Ah, d'accord, je vais faire ça. Merci, Captain Verlaine, merci. Question. Très simple, les repas des pilotes sont différents de ceux des passagers. Si oui, pourquoi? Oui, les repas des pilotes, d'ailleurs, même les pilotes mangent différemment. Les deux pilotes mangent différemment et c'est différent des plateaux des passagers. Pour une raison de sécurité sanitaire, c'est-à-dire si par exemple les deux pilotes mangent la même chose, si par inadvertance il y a quelque chose, un problème dans les plateaux, ils peuvent tomber malades tous les deux et donc ça porte préjudice et péril au vol. Donc voilà pourquoi les plateaux sont différents des pilotes. Deux pilotes d'abord, ils ne mangent pas la même chose. En réalité, il y a trois plateaux différents et des plateaux des passagers. Bon, mais c'est parce que ça a été étudié comme ça, pas pour des raisons de sécurité, de santé. Il y a eu des études, il y a eu des statistiques à ce niveau-là. Et donc ils sont arrivés à ce niveau de sécurité. J'ajouterai une chose pour appuyer votre réponse. Il y a même des plateaux témoins, hein, des plats témoins au niveau des caterings. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un problème quelconque... Exact. Voilà. Et le catering est soumis à la norme HACCP. Exact. Voilà. Gianni Sertupolev, est-ce que la construction de minaret de la Grande Mosquée d'Alger a influencé sur le site d'Alger? Non. Pour la simple raison que le site d'Alger n'a jamais été dans le profil, dans le cheminement. Au décollage, ils vont te dire prenez 332 vers P16, ça passe pas, ça passe à côté du minaret. On a qu'un autre exemple, à Dubaï, ça a été fait exprès, il y a la Burj Khalifa, et quand les avions décollent de la 12,
la 12 right. En général, c'est la 12 right décollage. Et des fois, le contrôleur, il te donne un virage de telle sorte pour passer, bon, bah, effacer l'obstacle, bien sûr, parce il est haut, le Burj Khalifa, mais faire passer l'avion pratiquement à côté. Pour la publicité, encore une fois, pour leur publicité, pour la publicité de Burj Khalifa aux avions, enfin aux compagnies qui passent par là-bas. Donc le minaret, non, il n'est pas dans la trouée d'envol, il est à droite du décollage de la 23, il est bien à gauche du décollage de la 05, il est à droite du décollage de la 27, il est bien à gauche au décollage de la 09, Alger, donc ça n'influe pas sur le standard departure d'Alger. Or maintenant, dans pas mal de pays, il y a des pays où on te fait passer entre deux immeubles, là, enfin deux immeubles de gratte-ciel, je ne sais pas si c'est à Hong Kong ou là. Des fois c'est comme ça, mais c'est pas en général, c'est pas une gêne. Quand ça a été construit, ça a été construit, et ils savaient très bien qu'il y a un aéroport à côté, donc voilà. Si ça posait problème, ils l'auraient pas fait aussi haut. Je vais répondre à B, là, qui dit il y a des flaps à l'avant de l'aile. Qu'est-ce que c'est? C'est pas exactement des flaps. Ce sont ce qu'on appelle des becs de bord d'attaque. Donc, c'est-à-dire qu'à l'avant de l'aile, le bord d'attaque avance. Ce dispositif a pour objet d'augmenter légèrement la courbure de l'aile, mais fondamentalement d'accélérer les filets d'air qui arrivent sur le dessus de l'aile, sur l'extrado. Et donc, je vous renvoie à ma vidéo sur l'importance. Ça a pour effet de donner plus d'énergie à la couche limite qui se trouve donc au contact entre l'air qui passe au-dessus de l'aile et l'aile elle-même. Donc ça réénergise la couche limite et ça retarde le décrochage de l'avion. D'accord. Et nous avons, donc ça c'est sur la partie, on va dire, externe des ailes, c'est-à-dire entre le réacteur et le bout de l'aile, et entre le réacteur et le fuselage, il y a en général ce qu'on appelle des Kruger flaps, qui sont des volets, ce sont des plaques qui se basculent comme ça vers l'avant, et qui ont pour effet de promouvoir le décrochage, si tant est qu'on doit le décrocher, de promouvoir le décrochage du côté du fuselage plutôt que du côté du saumon de l'aile. Parce qu'une aile, on en a parlé tout à l'heure des ailes en flèche, on a des ailes en flèche, donc des ailes qui sont orientées vers l'arrière, mais ces ailes en flèche ont une fâcheuse tendance à décrocher d'abord au niveau des saumons d'ailes, donc au niveau des ailerons. Et c'est une tendance très dangereuse parce que en cas de décrochage, ça nous ferait perdre l'efficacité des ailerons et donc la capacité de contrôle de l'avion en latéral. Et donc, pour éviter cela, on met des Kruger flaps qui vont promouvoir qui vont faire en sorte que l'emplanture de l'aile, celle qui se situe du côté du fuselage, va décrocher en premier. Et donc, on gardera le contrôle latéral de l'avion. Exact. Les fiches de percée publiées dans l'AIP ne sont pas des fiches de percée utilisées par les pilotes pour les approches. Elles sont remettent parce que c'est l'information de l'AIP, c'est l'Airport Information de l'aéroport en lui-même. Donc il est utilisé, que ce soit pour les Américains, même ceux qui utilisent le système métrique. Mais ce n'est pas des fiches de percée qui sont utilisées pour les approches, pour les pilotes. Les pilotes, quand ils sont, par exemple, les Algériens, aux États-Unis, avec les mètres, en Russie aussi. Ils parlent en kilos, ils parlent en mètres, et ils parlent en hectopascal, par exemple, en inch, aux États-Unis et tout. En Algérie, les Jepsen sont en feet. Et tu as en parenthèse, bien sûr, la conversion. Il y a toujours une conversion. Mais les fiches de percée de l'AIP ne sont pas utilisées par les pilotes pour faire des percées. Est-ce que il y en a qui pose la question, est-ce que le E2TS est employé lors du décollage? Je suppose donc, comme il le dit après, c'est un système de décollage amélioré d'Embraer. Alors je suppose que c'est le même système qu'on utilise aussi bien
sur les Boeing que sur les Airbus, qui consiste en fait à améliorer la masse au décollage, donc par une maximisation de la poussée au décollage. Alors, si je parle des Boeing que je connais, hein, on peut faire il y avait deux moyens d'améliorer la masse au décollage, de pouvoir augmenter la masse au décollage. Si on décollait d'une piste suffisamment longue, qu'on n'était pas limité par la longueur de piste, on pouvait augmenter V1, VR et V2, de sorte que on acquérait plus d'énergie cinétique pendant la phase de roulage au décollage, ce qui nous permettait d'avoir un meilleur gain d'altitude après décollage. C'est ce qu'on appelle le Improved Takeoff. Et puis on avait également le Bliss-Off Takeoff, qui était le fait de ne pas prélever de l'air sur les réacteurs pour la pressurisation, mais de prélever cet air sur l'APU, et auquel cas on récupérait de la pression au niveau des compresseurs, ce qui permettait un gain de poussée au décollage, et qui se traduisait par un gain de poids au décollage, voilà. Voilà en gros les systèmes qu'on utilise. Alors je ne sais pas sur Airbus si ça doit s'utiliser, il doit y avoir des trucs similaires, d'accord. Donc voilà, ça permet de maximiser, mais sous certaines conditions. Et en général, enfin, je parle des Boeing que j'ai pilotés, on ne pouvait pas maximiser des deux. Si on prenait l'improved climb, donc on augmentait les vitesses de décollage, on ne pouvait pas augmenter la masse au décollage de la valeur qui était donnée par l'improved climb, plus la valeur qui aurait été donnée par un Bliss-Off. Et vice-versa. Donc il fallait choisir. On choisissait bien sûr celui qui était le plus rentable pour le décollage du jour. Voilà. Sur Airbus, il y a direct one, direct two. Mais bon, c'est exactement le même principe, sauf que c'est pas les mêmes moteurs, mais bon. Croyez-vous que la nouvelle piste 1735 de Boussaïd est un bon choix? Tu sais, la 1735 de Boussaïd existe depuis l'ère coloniale. Donc, ça a été une piste pour être créée. Il faut 10 années d'études sur le site pour... Donc, s'ils l'avaient faite, c'est que elle existe. Donc, ils ont fait que la rénover et la rallonger, je pense, pour une utilisation future. Donc, oui, 1735, oui, je prends l'avion. Est-ce que les PNC en Algérie sont mis à jour? Et si oui, par qui? Oui, les PCN, tu veux dire? J'ai compris. Le PCN, il est remis à jour, je pense, régulièrement. De toute façon, il faut tenir ça. Ils prennent en considération le vieillissement de la piste, etc. Et n'oubliez pas que dans le code du PCN, il y a une lettre U ou T à la fin, dans le codage. Alors T, c'est pour une évaluation technique du PCN, enfin, d'accord, et U, c'est pour une évaluation par utilisation d'un avion. Donc le truc est mis le PCN est toujours mis à jour, il n'y a aucun problème là-dessus, et les pilotes en tiennent compte justement quand un avion est limitatif. D'ailleurs, je peux reboucler sur la question qui avait été posée tout à l'heure. Est-ce que le nombre de roues de l'avion est fonction proportionnelle au poids? C'est justement pour respecter ça. Parce que plus un avion a de roues pour un poids donné, moins la pression qu'il exerce au sol, plus la pression qu'il exerce au sol est faible. Et donc, si vous voulez, ça permet de décoller sur des pistes qui ne sont pas forcément très très résistantes. En fait, on peut considérer que dès qu'un avion atteint les 80-85 tonnes, et qu'il n'a que, comme masse au décollage, et qu'il n'a que 4 roues sur le train principal, il commence à devenir un peu problématique pour les pistes. C'était le cas, par exemple, du 727, qui était un avion qui était extrêmement destructeur pour les pistes, parce que 86 tonnes 400 au décollage, même certaines versions en 90 tonnes, sur 4 roues, c'était très très problématique. Et donc on avait beaucoup de limitations du fait de la résistance de piste. Et donc c'est comme ça que par exemple l'Airbus il a 8 roues sur le train principal, prenez le 777, il a 12 roues sur le train principal, et ainsi de suite. Plus l'avion est lourd, plus on met de roues pour que la pression exercée par les roues au sol
reste dans des limites acceptables. Voilà. Mais oui, il existe température maximum, bon, pas spécifique, ça dépend de l'aéroport, de l'élévation de l'aéroport. Une température élevée, elle engendre bien sûr ou un retard sur le décollage parce que dans les abacs, ça ne rentrera pas, ça ne passera pas au niveau de performance du jour. Ça dépend du poids du jour, de, de l'avion lui-même, de l'élévation de l'aéroport, même au minimal. La température minimale aussi, parce que ça va toucher bien sûr ou le givrage, ou le givrage, le point de givrage du fuel, etc., etc. Donc oui, mais tout ça, c'est les abacs qui déterminent ça en fonction de l'avion, de l'élévation de l'aéroport, des conditions du jour et des performances du jour. Avec la température, on voit si ça passe ou ça passe pas. Des fois, à partir, disons, allez, je vais te donner un exemple. Tu prends Médina, à partir de 47 degrés à 13 heures, ça passera plus. Pour un 330, hein. Il faut attendre plus tard. Ou changer d'orientation de piste quand c'est faisable. Mais toujours est-il en fonction des performances du jour, du poids de l'avion, de beaucoup de choses. Bon. Mais tout ça, c'est Et puis il y a également des températures de certification. L'avion, il a été certifié pour décollage, par exemple, jusqu'à 50 degrés, point à la ligne. Au-delà de 50 degrés, on n'a plus de courbe. On ne sait plus ce que fait l'avion si on le fait décoller au-delà de 50 degrés. Voilà, c'est tout. Et de température minimum, il n'y en a pas. Hein, parce qu'au contraire, quand la température est basse, les performances de l'avion sont améliorées. Donc, il n'y a aucun problème. Le seul truc que tu risques les températures minimum, c'est que tu vas dégivrer. Voilà. Si, par exemple, sinon, au point de vue des perfos, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et question pour JB, moi je vais arrêter là. Parce que c'est l'heure d'aller regarder les informations, d'aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques, et puis voilà. De reprendre une existence normale qui J'ai mes caniches qui ont déposé plainte. Pardon, les caniches, ils ont déposé plainte, tu vois. Elles ont raison. Ok. Allez, bonne soirée, les amis. Merci, ciao. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Allez, bonne soirée. Merci le chat. Merci. Ciao. Bonne soirée. Ça et tout.